Bonjour, je suis Réa Peltola, enseignant-chercheur au département d'études nordiques à l'Université de Caen et membre du laboratoire CRISCO. Ma langue de spécialité est le finnois, qui se parle principalement en Finlande. C'est une langue finno-ougrienne, donc non indo-européenne, et structurellement assez différente du français par exemple. J'étudie la construction du sens linguistique, surtout les liens entre la pensée, la perception et la langue. Et puis je m'intéresse à ce qu'on pourrait appeler la linguistique interspécifique, c'est-à-dire comment la langue est utilisée par les humains pour parler aux autres animaux, mais aussi comment elle est utilisée pour parler des animaux. Dans les situations interspécifiques, qui impliquent des participants humains et non humains, le langage parlé est inséparable de l'interaction corporelle. La position et l'orientation des corps des participants, les regards, les mouvements et les gestes. La langue est également associée aux actions que les participants visent à accomplir dans une situation donnée, dans un jeu, au travail, chez le vétérinaire, ou pourquoi pas en observant ensemble un objet sous l'eau, comme sur cette photo. Les participants apportent à la situation les particularités corporelles et perceptuelles de leur espèce, y compris quand ils interagissent au-delà des limites entre espèces. Pour les humains, la langue est un moyen essentiel pour s'affirmer en tant qu'être social et conceptualiser le monde. C'est le cas également dans une situation où l'humain interagit avec un être non humain. En utilisant sa langue, l'humain peut établir et maintenir un contact avec l'animal en plus des ressources corporelles de l'interaction, tout en tenant compte du fait que son interlocuteur l'animal ne comprendra pas forcément le sens de toutes les formes linguistiques utilisées. Par certains aspects, la situation est comparable à une interaction avec un bébé qui ne parle pas encore ou avec un adulte avec qui nous n'avons pas de langue commune. Tout en sachant que l'autre ne saisira pas le sens de tous les mots, nous continuons tout de même à utiliser notre langue. En tant que linguiste, je m'intéresse à la manière dont la coexistence avec les animaux influence les structures et l'utilisation de la langue humaine. Du fait de sa dimension matérielle, la langue peut véhiculer des informations sur un niveau autre que symbolique, notamment le niveau iconique. Par exemple, nous pouvons décrire la durée d'un événement en prolongeant la durée des sons, doucement. On peut également imiter le rythme auquel un événement déroule en répétant un mot ou une structure, par exemple « allez, allez, allez ». Cette dimension iconique est bien sûr également présente quand on parle entre humains, mais elle semble prendre un rôle particulièrement important lorsqu'on parle aux animaux. Le locuteur humain tente ainsi de s'ajuster à la manière dont son interlocuteur non humain pourrait construire le sens. Il cherche un niveau sémiotique qu'il pense pouvoir partager avec l'animal. On peut donc dire que la langue humaine donne une forme matérielle à notre expérience dans une situation interspécifique. En parlant aux animaux, l'humain reconnaît la présence d'une source sémiotique qui va au-delà de l'humain et s'en sert pour interagir. Quelque chose de comparable se passe également lorsque nous parlons à propos des animaux. Je vous propose d'écouter un extrait sonore enregistré en 1964 où un locuteur du finnois parle du cheval de son frère. Minun veljelläni on oikein hyvä hevonen. Se sanoi, että se on näet vielä niin pyhä, että jos sattuu kiroamaan, niin sitten se äityy oikein. Mutta se ymmärsi sen, että silloin oli mies niin kuin kiivas päällä. Niin se hevonen ymmärsi sen, että nyt on mies kiivas päällä, niin se on vielä näet niin pyhä. Ettei sellaisia sanoja siitä. Le locuteur décrit ici une situation où le cheval observe le comportement humain. Il verbalise les pensées imaginées de l'animal. Nyt on mies kiivas päällä, maintenant l'homme est fâché. Ici, il s'agit du témoignage d'une personne née en 1873 et enregistrée en 1964, mais j'ai noté que ce type de mise en mots de la voix intérieure d'un animal se rencontre également dans des données contemporaines, notamment dans des récits d'observation de la nature. Ces verbalisations apparaissent typiquement dans des contextes où l'animal observe le comportement humain ou qu'il observe un objet inconnu, souvent laissé par l'humain, par exemple un oiseau qui perçoit le piège tendu par un chasseur. Ici, il s'agit d'une conclusion que le cheval tire du comportement verbal de l'homme sur la base de sa perception sensorielle. Le locuteur présente les pensées du cheval d'abord sous forme d'un discours à portée indirecte,
Se ymmärsi sen, että silloin oli mies niin kuin kiivas päällä. Il comprenait que l'homme était alors fâché. On le reconnaît grâce à la conjugaison du verbe olla, être, au prétérit, qui est un temps du passé, et à l'adverbe temporel silloin, alors. Ensuite, le locuteur réitère le contenu, mais en rapportant cette fois-ci directement les mots intérieurs imaginés du cheval. Nyt on mies kiivas päällä, maintenant homme est fâché. Avec le temps présent et l'adverbe temporel nyt, maintenant. Le discours rapporté n'apporte donc aucune nouvelle information en ce qui concerne le contenu des observations du cheval. Par contre, il permet de concrétiser la position du cheval en tant que quelqu'un qui donne un certain sens au comportement de l'homme. Dans les récits sur les animaux, on trouve aussi des verbalisations des pensées des humains qui observent les animaux. Donc une situation inverse par rapport à ce que nous avons vu dans l'exemple du cheval et de l'homme fâché. Voici un autre extrait dans lequel une femme rapporte sa rencontre avec un triton qui est tombé à ses pieds du toit de la cave et qu'elle a ensuite porté sur sa main. Niin mä laitoin sen sinne samaan paikkaan, mistä se tippui. Ja sinne se meni. Ja se oli aika semmoista, sanotaan nyt puolenvälin syyskuuta, että oli semmoista jo aika kosteitakin. Mä ajattelin, että mene sinne kököttää, että kun sieltä tulitkin. Hyvin hämärää syksyä ja mä ajattelin, että mene siitä talvehtimaan, että mene sitten samaan paikkaan, kun se putosi siihen kellarimatolle, siihen ulkopuolelle, sieltä kellarin katon välistä. L'extrait commence avec un tour de parole où la locutrice décrit sa propre action en utilisant le passé. Niin mä laitoin sen sinne samaan paikkaan, mistä se tippui. Donc je l'ai remis là d'où il est tombé. On réfère à l'animal en utilisant la troisième personne. Mais ensuite, à 2 reprises, la locutrice revient sur cette même situation en rapportant ses propres pensées. Elle utilise un verbe mental à la première personne du singulier, ajattelin, j'ai pensé. Les mots qui le suivent sont visage comme venant d'une voix intérieure de la locutrice humaine, mais ils sont formulés comme s'ils étaient adressés au triton. Il s'agit de formes impératives du verbe mennä, aller, donc vas-y. On note que les énoncés adressés à l'animal se basent sur une seule construction qui se répète. Le verbe mennä, aller à l'impératif, une expression de lieu et une forme infinitive au caïllatif qui exprime ce que l'animal doit faire. La locutrice semble donc avoir recours à la répétition comme une ressource sémiotique. Cet usage de la répétition a également été observé dans des situations où les locuteurs du finnois parlent aux animaux domestiques présents dans la situation. Comme dans l'exemple de la voix intérieure du cheval, ces passages n'apportent pas vraiment de nouvelles informations concernant la rencontre. Cependant, ces mots intérieurs adressés à l'animal donnent des informations sur la manière dont l'humain se positionne dans la situation par rapport à l'animal. Nous ne savons bien évidemment pas si la locutrice a véritablement énoncé ces paroles dans la situation de rencontre avec le triton. Mais nous pouvons observer que la situation est envisagée par la locutrice comme hautement interactive a posteriori. Dans le cas du cheval ou du triton, une situation partagée avec l'animal est conceptualisée linguistiquement comme une situation d'interaction où l'animal participe à la construction du sens, il tire des conclusions à partir du comportement humain, il reçoit une autorisation de la part de l'humain. La description des 2 situations diffère cependant sur un point important. Lorsque l'humain s'adresse à l'animal, dans le cas du triton par exemple, il le fait en utilisant la 2e personne. En revanche, lorsqu'on prête des pensées à l'animal, dans les données que j'ai étudiées, elles ne sont pas formulées comme adressées à l'humain. On réfère à l'humain avec un nom comme mies, homme, et à la 3e personne, comme c'était le cas dans l'exemple du cheval. Cette différence s'observe d'une manière générale dans mon corpus de verbalisation des pensées dans des situations interspécifiques. Elle peut refléter l'expérience des locuteurs humains concernant l'asymétrie de la communication verbale dans les situations partagées avec des animaux. Le fait que ces verbalisations apparaissent en général accompagnées d'une description de perception sensorielle, qu'elle soit visuelle, auditive, olfactive ou tactile, montre que l'observation des signes non-verbaux joue un rôle important dans ces situations. J'ai mené ces recherches au sein d'un projet où je collabore avec des collègues de l'Université de Helsinki. Nous avons publié un ouvrage collectif en finnois qui réunit des articles portant sur les différentes dimensions de l'interaction et de la grammaire dans les situations à plusieurs espèces. On y analyse, entre autres, les réponses des humains aux vocalisations d'un chien ou d'un perroquet,
le déroulement d'un jeu de balle entre chiens et humains, les appels adressés aux vaches pour les faire revenir des pâturages à la maison, les récits d'une rencontre soudaine avec un ours, les discours parlementaires des différents partis politiques portant sur les animaux et les lois anciennes impliquant les animaux. Les études présentées dans ce livre découlent de cadres théoriques et méthodologiques différents, l'analyse de conversation, la grammaire de construction et la linguistique cognitive. Par ailleurs, nous y explorons les interfaces entre la linguistique et la biosémiotique ou encore le post-humanisme. Nous nous posons la question de savoir quel pourra être le rôle de la langue humaine et des études linguistiques dans un contexte où la relation entre humain et non humain est revisitée par diverses disciplines en sciences humaines et sociales.